À la suite de l'exposé de Dimitri, je prends la relève pour montrer que pendant cette longue période de temps géologique de 500 millions d'années, bien sûr, il y a eu 6 extinctions, donc des événements extrêmement importants du point de vue climatique, l'évolution du vivant, mais on peut également établir un lien ou une corrélation avec 6 événements qui sont ce qu'on appelle les méga-éruptions, qui sont des événements volcaniques totalement exceptionnels qui se sont produits une demi-douzaine de fois dans cette même grande période géologique de 500 millions d'années. Alors la première planche, c'est tout simplement la carte de la Terre montrant une demi-douzaine de ce que les anglo-saxons appellent des LIP, des Large Igneous Provinces, et que nous essayons de traduire de façon un peu parlante par les grandes provinces de feu. De feu parce que ce sont des événements d'émission, d'éruptions volcaniques qui ont une importance, une dimension dont nous ne pouvons pas avoir idée aujourd'hui avec les événements volcaniques que nous connaissons. Les grandes provinces de feu sont indiquées par des taches bleu foncé sur cette carte de la Terre, et à gauche j'ai disposé l'échelle de temps qui permettent de les repérer dans les 500 millions d'années. Celle qui va nous intéresser, elle se produit autour de 252 millions d'années, donc ça a l'air de coïncider avec la grande extinction du Permien-Trias dont Dimitri vous a parlé. Mais il y en a d'autres, il y en a bien d'autres, il y en a tout à fait au début de cette période, 450 millions d'années, et il y en a à la fin, à 66 millions d'années au Décan, ils sont très connus parce qu'on les appelle les trappes du Décan, on va voir dans un instant ce que veut dire trappe, ils sont bien sûr contemporains d'une dernière extinction qui est celle du Crétacé tertiaire. Alors on va se concentrer donc sur la Sibérie et sur les trappes de Sibérie, c'est-à-dire cette immense région volcanique d'épanchement gigantesque de basalte. Alors, en 1994, Vincent Courtillot, qui a été président de l'Institut de physique du globe de Paris, avait établi un lien très fort, on appelle ça une corrélation, entre le taux d'extinction, avec ces pics violents, comme celui du Permien-Trias, et puis il y en a d'autres, il y a bien sûr celui très connu du Crétacé tertiaire. Il avait établi un lien très fort avec l'identification de ces LIP, de ces grandes provinces de feu. Celle de Sibérie, qu'on appelle les trappes de Sibérie, celle de l'Atlantique, qu'on appelle, enfin, il n'y avait pas l'Atlantique à cette époque-là, le Cancre, celle des trappes du Décan, à l'époque donc de la transition Crétacé tertiaire. Cette corrélation est très frappante et elle est maintenant citée dans beaucoup de publications qui s'intéressent à ce problème. Alors, donc, on va se concentrer maintenant sur la LIP, la grande province de feu de Sibérie. Elle est au cœur de cet immense pays qu'est la Russie, c'est un continent, et elle occupe pratiquement le quart en surface. C'est vous dire donc sa dimension, son importance considérable. Ici, on est vraiment dans une région désertique, complètement désertique, on va le voir. Pourquoi on les appelle des trappes? C'est parce qu'il y a un géologue suédois qui les avait observés pour la première fois et les avait comparés à un escalier. Or, en suédois, un escalier se dit trappa. Pourquoi un escalier? Bien parce que quand on les observe, elles sont toujours la même morphologie de grandes coulées. Ici, vous voyez donc les ordres basaltiques de refroidissement de la coulée, surmontés par une couche de cendres, de tuf, exactement de tuf pyroclastique, de cendres et de lapilli basaltique, et de nouveau une coulée, et de nouveau une couche de cendres, etc., à l'infini, si j'ose dire. C'est rythmé, et c'est rythmé sur des centaines de mètres d'épaisseur, quelquefois des milliers même. Donc c'est des volumes d'émissions gigantesques, parce que ce sont des surfaces énormes, que nous ne pouvons pas comparer au volcanisme contemporain, quel que soit le continent où on l'observe.
cette photo a été prise au décor, au trappe du décor. Mais vous allez voir qu'en Sibérie, c'est la même chose. Pour donner un peu un ordre d'idée du volume émis, de l'aspect monstrueux de ce volume, là j'ai pris l'Europe et je vais tartiner 1000 mètres de basalte. Voilà, ça vous donne une idée du volume que ça représente. C'est absolument énorme. Dans les trappes de Sibérie, l'épaisseur maximum atteinte est 3000 mètres. 3000 mètres d'épaisseur. Un autre élément de comparaison, on peut prendre quelque chose que nous connaissons bien et que nous aimons beaucoup, c'est le volcan du Cantal, le stratovolcan du Cantal. Le stratovolcan du Cantal occupe une surface quand même importante. Le cœur occupe 40 km de diamètre et dans sa périphérie, avec tous les écoulements de basalte, 80 km de diamètre. Mais quand on fait une comparaison de surface et de volume, il y a un facteur d'échelle gigantesque entre le Cantal et les trappes de Sibérie. C'est un facteur 1000. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la même échelle de phénomène. Ça veut dire que, alors que nous connaissons bien maintenant la nature et l'origine du volcanisme, qu'il soit le volcanisme contemporain ou le volcanisme des 10 millions de dernières années, comme au Massif central, on n'a aucune référence pour expliquer et comprendre ces phénomènes des LIP, des litres et des trappes. Alors voilà un cliché qui a été pris donc, dans la steppe sibérienne, ces immenses plateaux désertiques, il n'y a absolument aucune ville, il y a juste probablement quelques nomades avec des troupeaux, des canyons extrêmement profonds, et sur lesquels on voit très très bien l'escalier, le trappe, avec ces centaines de strates, de couches, de coulées qui alternent avec des tufs. Là, ça a été pris dans le nord des trappes de Sibérie, dans le plateau de Poutorama, qui est l'endroit où l'épaisseur est la plus importante. Cette province, cette grande province de feu, est représentée ici avec deux sous-provinces, deux parties. La partie orientale qu'on appelle le craton sibérien, on va maintenant voir ce que c'est qu'un craton, et la partie occidentale qui est en fait tout simplement un bassin sédimentaire, mais qui a été entièrement recouvert par les basaltes des trappes, puis ensuite par des sédiments. Donc ici c'est de nouveau une vue du plateau, mais avec une grande rivière qui l'a creusé. Les villes sont à la périphérie, il y en a une importante qui est Norilsk, qui n'est pas loin de la mer Arctique, et qui est une ville importante du point de vue industriel et minier. C'est la plus grande exploitation au monde de nickel, et bien entendu, la présence de très nombreux métaux, mines de métaux, de charbon et d'hydrocarbures, est en lien bien sûr avec le volcanisme de cette région. Alors, faisons un peu de géologie sur ce grand LIP, cette grande région, cette grande province de feu, avec sa partie orientale, qui est un craton, donc recouvert ici de coulées de basalte et ici de tufs de cendres basaltiques, mais il y en a un peu partout, et la partie occidentale, qui elle est très différente au point de vue géologique du craton, puisque c'est juste une croûte continentale assez peu épaisse et qui a été déformée par la tectonique, et en particulier elle a été déchirée deux fois avec deux faisceaux de failles très importants qui sont des rifts intracontinentaux et qui bien entendu sont liés à l'apparition de ce volcanisme exceptionnel, de cette méga éruption il y a 250 millions d'années. Alors il y a eu bien sûr énormément de coulées de basalte en rouge, mais ils ont été ensuite recouverts par des sédiments. Il y a quand même quelque chose de tout à fait commun, c'est que la composition, la nature du basalte ou des produits volcaniques sur la partie occidentale et la partie orientale sont exactement les mêmes. C'est la même origine. Qu'est-ce qu'un craton? C'est une notion très importante, le craton, parce que c'est finalement le noyau dur des continents, les noyaux durs des continents, qui persistent à travers les temps, qui sont tellement épais, qui sont totalement indéformables. Or, vous le savez, par la tectonique
des plaques. Il y a énormément de zones qui, sur les continents et les mers, se déforment, entrent en collision, s'ouvrent, etc. Ça n'est pas le cas. Les cratons, eux, c'est ce qui dure, c'est ce qui est durable, c'est ce qui forme les noyaux durs de nos continents. Alors, il peut y en avoir plusieurs, par exemple, comme ici dans l'Amérique du Sud ou dans l'Afrique, hein. Mais ils persistent, ils sont non déformables, alors que partout ailleurs, on a les orogènes, on a donc les dorsales au milieu des océans, l'ouverture et la fermeture des mers, on a des déformations continues, hein, et des dépôts sédimentaires. Mais ici, on a des noyaux qui persistent, hein, et le craton sibérien est l'un de ces noyaux, l'un de ces cratons. Alors, il est caractérisé par une lithosphère extrêmement épaisse, anormalement épaisse, enfin anormalement, c'est à cause de son âge, hein, en tout il fait au moins 300 km d'épaisseur, ce qui est énorme, au-dessus du manteau supérieur, c'est-à-dire de la sténosphère. Si bien qu'il y a quelque chose de très embarrassant, hein, qui va être une véritable énigme pour nous, c'est que les lois de la physique interdisent que le magma, s'il y a eu fusion dans la sténosphère, puisse remonter et traverser le craton. Donc là, on a une belle énigme à résoudre. Au contraire, la partie voisine, qui est le bassin sédimentaire, lui, son épaisseur et sa fracturation fait qu'il n'y a aucun problème pour que le magma remonte dès lors qu'il y a fusion de la sténosphère. Alors, regardons de plus près donc, le craton avec sa grande couverture de basalte et de tuf basaltique. Une chose qu'il faut noter, c'est qu'il y a eu quand même des sédiments qui ont été déposés au Carbonifère, et donc il y a eu une très belle couche de charbon qui a été déposée sur ce craton. Alors vous imaginez ce qui s'est passé au moment du volcanisme. Ah oui, ça a brûlé, ça a fait une combustion lente extrêmement toxique avec donc production d'une énorme quantité de gaz, en plus des gaz de l'éruption volcanique, de gaz et d'oxyde de carbone. C'est bien sûr important pour nous en liaison avec l'extinction et le changement de climat, la modification du climat. Par contre, la partie occidentale, elle a été soulevée, elle s'est ouverte, ce qu'on appelle le rifting, à la toute fin du Permien et ensuite au tout début du Trias, et compte tenu des volumes et de l'importance de ce volcanisme totalement exceptionnel de LIP, on considère qu'il y a eu création pour ça dans la sténosphère d'une gigantesque anomalie thermique. On va essayer de la comprendre. Juste une information, parce que bien entendu il faut dater tout ça. Or, les basaltes des trappes de Sibérie ont fait l'objet d'études très approfondies, souvent à une échelle internationale, avec des coopérations entre les Américains et les Russes. Et un très grand nombre de déterminations ont été faites avec la méthode potassium-argon en particulier, qui a permis donc d'établir que l'âge, moyen si vous voulez, de ces événements de méga-éruption à 250 millions d'années. Il faut faire attention qu'il y a une part d'erreur quand même de plus ou moins 2 millions d'années. Il ne faut pas l'oublier. Et vous vous souvenez que Dimitri nous a dit que la grande extinction, le pic d'extinction, mais également la limite Permo-Trias se trouve bien effectivement dans cette fourchette de date. Je ne précise pas plus, parce que c'est un sujet compliqué. Quelles sont les conséquences? Quelles ont pu être les conséquences des trappes de Sibérie? C'est l'énormité des volumes de gaz qui ont été émis. Les premiers émis, c'est le soufre, c'est l'oxyde de soufre qui, lui, peut traverser l'atmosphère et entrer dans la stratosphère, où là, il devient extrêmement dangereux. Parce que le SO2 s'allie avec les molécules d'eau pour faire de l'acide sulfurique, et donc ça forme un nuage d'acide sulfurique. Son premier effet, refroidissement. C'est des choses qu'on connaît bien, puisque au XIXe siècle, on a eu un hiver de 3 ans, en 1840, causé par l'explosion du Tambora en Indonésie, qui a créé un hiver donc, à cause de cette couche d'acide sulfurique.
fait. Mais ça ne dure pas, c'est dissipé assez rapidement. Par contre, ce qui ne se dissipe pas rapidement, c'est l'énorme nuage de CO2 qui a envahi la planète. Pour vous donner un ordre de grandeur, on a fait le calcul pour les trappes du Décan, donc les trappes c'est 66 millions d'années, et on pense que le volume de CO2 est équivalent au volume de CO2 qui est contenu dans les océans. Les océans étant une source très importante de puits de CO2. Alors vous voyez les conséquences que peut avoir le largage de l'atmosphère d'une quantité équivalente de CO2. La température pour le Décan, on a su calculer l'augmentation de température à 4 degrés, et certains pensent que pour les trappes de Sibérie, cette augmentation a été supérieure, elle est probablement entre 4 et 10 degrés, elle est très très importante. Voilà, conséquences bien entendu sur le vivant, sur l'évolution de l'espèce, énorme. Je rappelle qu'il y a eu également une combustion très intensive de charbon, que les forêts, probablement sur toute la planète, ont brûlé, donc, avec donc un effet d'avalanche pour le CO2. Alors, je vais terminer sur simplement une constatation, c'est qu'on est encore très démunis pour comprendre l'origine et le mécanisme de la formation de ces LIP. On n'a pas beaucoup, si vous voulez, de points d'appui avec le volcanisme contemporain. Bon, on pense bien sûr à Hawaï, où on sait que le basalte se déverse en permanence, en continu, grâce probablement à un point chaud. Est-ce que c'est dû également à une remontée avec des courants de convection très puissants qui naissent à l'interface entre le noyau et le manteau, et qui s'appelle panache mantélique, ou plume dans le jargon anglo-saxon, on ne peut pas le démontrer. On ne sait pas encore le démontrer. Donc il y a des travaux actuellement considérables dans la communauté scientifique pour essayer de comprendre l'origine de ces LP. Voilà, alors on arrête, parce que